Bonjour et bienvenue à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes du Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce projet qui est déjà rendu à son 10e épisode. Et pour l'occasion, j'ai invité la plus terre-à-terre des poètes qui possède un talent hors de ce monde, Hélène Dorion. Bonjour! Allô, Samuel. Est-ce que tu aimes ce genre de présentation? J'adore ça. Ben oui, absolument. Ça me ressemble en plus. Oui, d'être Oui, terre-à-terre, absolument. oui, mais oui, parfois. Et on se connaît et on se côtoie depuis quelques années parce Oui, que certains de nos livres sont publiés aux éditions Druide. oui. Et il y a un an, j'ai publié un livre dans lequel j'ai parlé de toi. Je vais lire un petit extrait. C'est dans les remerciements. Alors, je disais merci à Hélène Dorion de m'avoir guidé à sa façon dans ce chemin en friche qu'est l'écriture plus ou moins loin de la prose, l'écriture qui ne s'enracine pas dans la fiction, l'écriture qui expose, qui fragilise et qui solidifie. Euh, j'ai l'impression que même si on a des styles très différents, qu'on a peut-être une volonté similaire de nommer ce dont on parle peu, ce qu'on lit peu, ce que les autres écrivent peu, pas juste dans un souci d'originalité qu'on a tous en création, mais est-ce que tu as cette impression qu'on partage cette volonté de nommer ce qui est peu raconté en société? Oui, effectivement. Moi, je me souviens, ben, et puis, ça me touche beaucoup, là, ce remerciement. Quand je l'ai lu, c'est vrai que j'ai tout de suite senti le lieu où on se rencontrait. Et moi, j'ai beaucoup d'affinités avec des écrivains et des poètes dont les styles sont effectivement très différents du mien et qui me manifestent aussi cette résonance. Donc, c'est vraiment réciproque. Mais il n'y a aucun étonnement à ça parce que c'est un lieu intérieur, justement, et sans doute une vision aussi de la littérature qui nous réunit. Ouais. Et ce que tu dis, oui, résonne pour moi parce que très tôt, moi, j'ai commencé à écrire au moment où il y avait le formalisme encore, où les Herbes Rouges étaient une maison d'édition très formaliste, où il y avait encore la Nouvelle Barre du Jour. J'habitais à Québec à ce moment-là. Et donc, les modèles que j'avais, si on veut, c'était des gens qui avaient simplement, à Québec, en tout cas, suivi leur propre démarche. Des gens à l'époque comme Pierre Laberge, un poète qui est un peu oublié aujourd'hui, qui était vraiment très important, un excellent poète, cela dit. Il y avait aussi, Marcel Bélanger à l'époque. Il y avait donc des poètes de Québec, Pierre Morancy, Suzanne Paradis aussi, qui a été une guide extraordinaire pour moi. Des gens donc qui suivaient leur propre voie, cette nécessité intérieure. Et comme tu dis, c'est pas du tout dans un souci d'être original ou de faire différent. C'est Ouais. quelque chose dont je me suis vraiment jamais souciée. Moi, j'ai jamais essayé de faire différent. J'ai essayé de faire ce qui, disons, d'approfondir cette rencontre avec soi qui est pour moi fondamentale pour rencontrer l'autre. Mm. Et dans la littérature, ça me semble la même chose. Plus on se rencontre soi-même, plus on a de chance, je pense, de rencontrer l'autre dans ce qu'il a aussi d'essentiel. Puis je me rappelle, il y a environ 2 ou 3 ans, d'avoir discuté avec toi de mes insécurités face à l'écriture poétique parce que c'est un style littéraire qui m'intimidait, qui m'intimide encore beaucoup. Ce genre d'échange avec des plumes de génération plus jeune, est-ce que ça fait beaucoup partie de ta carrière ou est-ce que la transmission fait beaucoup partie de ta carrière, au-delà de l'enseignement dont on va parler tout à l'heure, mais des échanges en diverses générations? Absolument, et je trouve ça très important. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'ils l'étaient au moment où moi j'étais dans cette position-là. Bien que j'ai eu moi aussi des modèles, des mentors, même je parlais de Suzanne Paradis, ça en a été une extrêmement importante de toutes sortes de manières, à la fois pour, j'allais dire, l'autonomie, la démarche... la démarche dans sa propre voie, une manière de défricher son propre chemin sans forcément s'occuper de ce qui est là, de ce qui est lu, de ce qui est à la mode, etc. Michel Beaulieu en a été un autre. Ça a été des gens extrêmement importants, des piliers vraiment, comme des éclaireurs le long d'un chemin que je défrichais à mesure parce que je viens pas d'une famille il n'y avait pas des écrivains dans ma famille, tout ça, donc j'avais pas vraiment de modèle. Et donc, au moment où moi j'ai pu me retrouver dans l'autre position, il y a eu
eu l'enseignement, oui, mais d'autres manières aussi. Au moment où l'UNEC a commencé à avoir, par exemple, Du mentorat? du mentorat avec des écrivains plus jeunes, j'ai fait ça. J'ai été écrivain en résidence à l'Université de Montréal, à Ouais. l'UQAM aussi. Et puis, bon, après, puis ça, pour moi, ça a été important. Il y a des jeunes auteurs que j'ai rencontrés à ce moment-là qui ont publié, mais quand je les accompagnais, moi, je les accompagnais pas pour 3 semaines ou 3 mois. Il y en a avec qui j'ai continué pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que pour moi, cet accompagnement, c'est c'est une rencontre. Mhm. Je peux pas, puis c'est pour ça que j'en fais pas tant que ça non plus, parce que il faut s'engager dans le temps, réciproquement. Pour moi, c'est pas, je lis un manuscrit, je te donne 2, 3 remarques, puis arrange-toi avec ça. Pour moi, ça, ben, c'est un travail qui est complètement différent. Il n'est pas inutile, mais c'est pas de cette manière-là, moi, que j'aime rencontrer un jeune auteur, parce que cette transmission dont tu parles, c'est un engagement. Mhm. Ça prend du temps, ça prend établir la confiance, comprendre le mouvement d'un écrivain qui est en train de naître. Donc, c'est pas tout est là. Non, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Il faut arrêter aucun de ces mouvements-là, fermer aucune de ces possibilités. C'est vraiment d'accompagner quelque chose qui est en train de bouger. Donc, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de présence aussi. Et c'est ce que j'aime, accompagner dans le temps. Tu disais avoir eu des éclaireurs quand tu étais beaucoup plus jeune, mais tu sentais qu'il y avait une différence entre par exemple, les deux époques où il y a plus de mentorat ou de transmission aujourd'hui qu'il y a 40 ans, selon toi. Oui. Pourquoi il y a eu un changement, une évolution? Ben, d'abord, les institutions ont découvert cette nécessité-là. On a mis beaucoup plus d'importance sur la relève. Au moment où moi, j'ai commencé à écrire, il n'y avait pas des programmes pour la relève. Il y avait Hmm. pas, il fallait vraiment nous défricher, faire notre place avec les écrivains de la génération, par exemple, des Herbes rouges, de La Nouvelle Barre du Jour, et puis les aînés de la génération de l'Hexagone. On avait comme 2 générations à traverser, et les générations se répondent aussi. Hein? La génération des formalistes a répondu à la génération des poètes du pays. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé l'intimisme, la littérature plus intimiste, les littératures de femmes, et moi, je viens un petit peu après ça, le début des années 80. Donc, tout ça commençait d'une certaine manière. Donc, j'allais dire que cette transmission est apparue de plus en plus importante. Mhm. Il y a eu des connivences qui n'avaient peut-être pas à l'époque, qui n'étaient pas forcément comme ça, bien que j'ai eu aussi des liens, mais on créait ça de manière plus individuelle. C'était pas... Il y avait moins de lecture, il y avait moins d'occasions de se rencontrer. Aujourd'hui, il y a tellement d'occasions de se rencontrer. Il y a beaucoup, par exemple, d'événements où on va inviter un écrivain de certaines générations et des écrivains de la relève. Donc, on a l'occasion de parler, de se rencontrer, de prendre un verre ensemble, d'échanger de manière naturelle, dans les salons du livre aussi. Donc, le foisonnement n'est pas le même non plus. Ça prête plus à ça, je pense. Puis quand tu enseignais la littérature, est-ce que ça impliquait certaines portions d'enseignement de l'écriture ou c'était surtout enseigner les œuvres, les courants littéraires? Est-ce qu'il y avait les deux? Moi, j'ai enseigné, ça a été un peu un parcours, j'allais dire un parcours d'écrivaine quand j'ai enseigné. J'ai enseigné comme écrivaine, je pense. OK. J'ai commencé à l'Université Laval, j'ai enseigné le théâtre. D'abord, le théâtre théorique, Hubersfeld, donc toutes les théories, les textes, etc., comme chargée de cours à l'Université Laval. Et ensuite, je suis allée au Cégep de Saint-Jérôme. Ouais. J'étais chargée de cours, très longtemps, jusqu'à temps qu'on soit sur le point de m'offrir un poste permanent. Mais je suis partie avant parce que l'enseignement ne répondait pas à mes attentes. Donc, j'ai quitté l'enseignement au moment où on allait, là, peut-être quelques mois plus tard, m'offrir ça. C'était J'aimais quoi mieux. tes attentes? Intéressant. Une question Je délicate. je trouvais que c'était trop formaté, honnêtement. Je trouvais que, par exemple, là où moi j'avais de la ferveur puis de la passion, c'est là que j'aurais pu être très bonne pour enseigner. Mais c'est pas forcément là que chargé de cours enseigne. Les professeurs établis choisissent et ensuite ce qui reste, donc on prend ça. Et je trouvais que ça servait pas forcément l'enseignement. Il y avait beaucoup de choses dans ça que je trouvais
pas tout à fait la meilleure manière de servir la manière dont moi je voulais faire de l'enseignement, qui était beaucoup plus proche sans doute de la transmission. Donc, par la suite, quand je suis allée comme écrivain en résidence à l'Université de Montréal et à l'UQAM, là, j'ai trouvé tout ce que j'aimais dans l'enseignement. En fait, ce que j'aime dans l'enseignement, c'est cette transmission, mais la transmission d'une passion qui passe par l'enseignement de connaissances. Mais il faut l'avoir soi-même. Moi, je pense que j'étais plus compétente pour enseigner, par exemple, la poésie que pour enseigner la grammaire 101. Mais bon, puis même tout ça, une espèce de... Je pense que j'aime l'inconfort, donc j'ai décidé de quitter l'enseignement en n'ayant absolument rien devant moi, cela dit. J'ai juste quitté comme ça, donc tout le monde autour de moi était insécure à ma place, parce que moi, je ne l'étais pas vraiment. C'était ça. J'écoutais quelque chose qui était à l'intérieur de moi, qui venait me dire, bon, ben voilà, je suis allée au bout de ce chemin de l'enseignement. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs toujours vécu. Là, quand je sens que je suis allée au bout d'un chemin, je reste pas. Puis pour en revenir aux paroles que je t'avais adressées dans le livre, et par rapport à ma quête de la poésie, j'ai trouvé ma façon de faire de l'écriture poétique, qui, Oui. selon moi, est très loin des codes et Oui. des règles. Oui. Je me rapproche plus des images fortes, Oui. puis d'une musicalité qui est hyper importante, qui, je crois, vient de mon passé de musicien, puis du fait que je chante encore à tous les jours aujourd'hui. J'ai l'impression que la musicalité dans tes mots est aussi au cœur de ce que tu fais. À quel point la rythmique, la façon dont ça sonne, la façon dont ça coule, le flow des phrases, à quel point c'est primordial pour toi. C'est effectivement fondamental. Je pense que ça tient aussi à un type d'amour des mots. J'aime, puis je le sens dans ce que tu dis aussi, dans ta manière de parler des mots. J'aime les mots dans leur musicalité, dans leur force rythmique, dans ce qu'ils expriment autour du sens et en dehors du sens. Mhm. Je leur fais totalement confiance pour ne pas dire seulement la petite définition ou l'usage, mais aussi quelque chose à travers le rythme, à travers justement les sons, la manière dont on met les mots ensemble, qu'est-ce qu'on crée comme musicalité. Et je pense que ça, c'est aussi une forme d'énergie que quelqu'un reçoit. Moi, j'aime évidemment la lecture à voix haute. Je crois aussi que la poésie est faite pour ça. Et moi-même, quand j'écris, c'est comme si je mesurais aussi l'efficacité d'un texte par sa musicalité. Puis autant dans le roman que la poésie, d'ailleurs, pour moi, il y a quelque chose qui tient à la manière qu'ont les mots d'habiter l'espace dans tout ça. Alors, il y a toujours une musique, j'entends toujours cette musique-là. Je suis amoureuse des mots aussi dans leur musicalité. Quand tu parles de l'énergie qui vient avec les mots, est-ce que ça se rapproche de l'impression que j'ai que quand j'écris, l'état qui m'habite, je suis capable de l'insérer entre les lettres, entre les mots, et que les gens qui sont très sensibles vont pas seulement être touchés par l'histoire et les émotions que vivent les personnages, mais par les émotions que j'ai un peu laissées filtrer dans cette chose intangible qu'est mon œuvre. Je le pense, oui. Puis les gens ne sauront pas forcément par quoi ils sont touchés. Ouais. C'est quelque chose de justement d'intangible. Ils ne sauront pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Et ça, je crois que c'est propre à la poésie. Et c'est en ce sens-là qu'on peut mettre certains éléments poétiques même dans la prose. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime faire. Autant dans l'essai, peu importe ce que j'écris, je pense qu'il y a ce que j'aime de la poésie qui tient à cet intangible que portent les mots. Et puis quelqu'un va dire, il ne saura même pas pourquoi, mais tout à coup, il est emporté par quelque chose, un peu comme une musique dans une langue étrangère. Puis on peut sentir quelque chose même d'un poète qui va lire dans une langue qu'on ne connaît pas du tout, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est cette magie de la poésie. Et moi, j'y crois profondément, cette magie-là. Elle nous dit quelque chose qu'on ignore, qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent profondément dans un lieu qui ne lui appartient qu'à elle, à la poésie. Puis, à quel point tu penses que la poésie est en train de se dérigidifier, de se décloisonner? Bien, je pense qu'il y a plusieurs manières de la décloisonner ou de lui enlever une sorte de rigidité. À mon sens, il ne faut pas penser que la seule manière d'enlever de la rigidité à la poésie,
c'est par une espèce de flot de langage. Et il ne faut pas non plus confondre rigueur et rigidité. Ça, pour moi, c'est très, très important. Comme il ne faut pas confondre vraisemblance et réalité dans le roman. Mhm. La poésie existe aussi dans une forme. Et c'est pas l'absence de forme qui va la décloisonner. C'est pas je peux mettre n'importe quoi dans la poésie qui C'est-à-dire que ce n'est pas l'unique forme que ça peut prendre. mais exactement, exactement. Si la forme est efficace et qu'elle se tient, c'est comme on peut bien construire n'importe quel bâtiment, donc ouvrir l'architecture, par exemple, à différentes formes, faire des formes rondes, mais encore faut-il qu'elles tiennent et Ouais. qu'on puisse entrer à l'intérieur. Puis s'il y a 10 étages, les 10 étages tiennent. Pour moi, c'est la même chose. Le poème, c'est un édifice de langage. Et donc, il y a une construction, il y a une forme, il y a quelque chose qui doit être aussi de l'ordre du solide dans la poésie. Il y a du liquide, il y a de l'aérien, il y a du feu, il y a du terrestre, mais il y a aussi quelque chose de liquide. Mais tout ça doit être créé dans une sorte d'équilibre. Et c'est cet équilibre-là qu'on peut reformuler de différentes manières. Et pour moi, décloisonner la poésie, c'est tenter différents équilibres. Puis de ne pas croire qu'il y a une seule forme, de ne pas croire qu'on est obligé d'être dans l'abstraction, Oui. de ne pas s'obliger à rimer et bien d'autres règles. Est-ce que c'est surtout au Québec que ça s'observe ou dans le reste de la francophonie, tu l'as remarqué ou peut-être même dans la poésie, dans d'autres langues, en anglais peut-être que tu as eu l'occasion de lire. Est-ce que ça s'observe ailleurs ou c'est plus fort au Québec? Non, ça s'observe ailleurs aussi, de manière différente, évidemment, mais si on prend dans d'autres langues, hein, une langue a son propre fonctionnement, donc ça va induire un certain type d'écriture. Les poésies anglo-saxonnes vont être souvent déjà beaucoup plus narratives, hein. Donc la narrativité qu'on trouve aujourd'hui dans la poésie anglo-saxonne, ça fait quand même, ça fait longtemps que ça existe aussi. Ouais. Donc ça dépend de la langue. La manière aussi de défaire le poème au niveau formel, en France, oui. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on le fasse, nous, au Québec, avec nos paysages. Et c'est ça qui fait la singularité d'une écriture, d'une littérature aussi. Quand tu dis nos paysages, c'est nos couleurs dans la langue et ce qui appartient au Québec. Oui, ben, on n'a pas... je reviens un petit peu en arrière. La première fois, j'ai eu une éditrice en France, les éditions de La Différence. Colette Lambrich était venue au Québec autour de, je pense, 98. Je publiais là depuis 95, mais elle est venue au Québec la première fois en 98. Je venais de publier Les Murs de la Grotte. C'est la première fois qu'elle venait ici, au Québec. Elle venait à Montréal. Et au bout de 2 jours, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment frappée. Elle m'a dit, maintenant, je comprends beaucoup mieux, encore plus, ce que tu écris. Il y avait quelque chose de l'espace. Et elle me l'a très bien expliqué. Je pourrais sans doute pas l'expliquer aussi bien qu'elle, mais quelque chose qui tient à l'espace dans l'écriture qu'elle comprenait en venant ici. Et l'espace est complètement différent. Notre rapport à l'espace est complètement différent de la France. Concrètement, les lieux, la Les façon dont lieux. c'est disposé. Oui, mais même la lumière, Ouais. la lumière. Vivre, par exemple, l'hiver ici en janvier, c'est unique. Il y a quelque chose d'unique à ça. Nos contrastes, les contrastes sont très forts. On a une expérience intérieure du contraste qui est quand même assez unique. On parle de moins 30, moins 40. On dit qu'on parle beaucoup de météo, mais Ouais. il y a aussi quelque chose que ça imprègne dans nos tempéraments, dans notre manière d'être au monde, d'habiter, de traverser le temps. On ne traverse pas le temps de la même manière que quelqu'un qui habite toujours dans un pays où c'est à peu près la même chose. Tout ça, ça fait quelque chose, ça crée quelque chose de différent dans l'écriture. Et c'est ça qu'on met aussi dans une littérature dite nationale. On porte ces paysages-là en plus. Donc, c'est des paysages extérieurs, mais aussi des paysages intérieurs. Parce que c'est une manière d'habiter le monde, de regarder une forêt, d'être né au bord d'un fleuve, de connaître ce rapport à l'espace, d'avoir, comme à Montréal, des maisons avec les escaliers extérieurs, toutes des petites choses comme ça qui nous font. C'est une culture, mais c'est aussi des lieux physiques, une manière de regarder la lumière et de sentir le temps. C'est cliché ce que je veux dire, mais est-ce que tu crois à cette idée que le fait qu'on ait des saisons si définies et qu'il y a un renouvellement si fréquent, 4 fois par année, une renaissance au printemps, que ça
induit chez beaucoup de Québécois une envie de créer, de se relancer, de se renouveler. Est-ce que tu crois à ça ou tu trouves que c'est un peu cliché? Je sais pas, c'est très difficile à dire parce que je pense que c'est aussi quelque chose de très personnel. On dit que quelqu'un qui est né, par exemple, au printemps va avoir ça, quelque chose, un élan très fort de printemps. J'irais peut-être pas jusqu'à le typer à ce point-là parce qu'il y a toujours des sensibilités. Puis la sensibilité, il y a des sensibilités très grandes qui vont vivre des petits changements dans un autre pays, puis ces individus vont le ressentir profondément. Donc, Mhm. c'est assez difficile de généraliser. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de dire que notre littérature se fait aussi à partir d'un lieu, à partir d'une manière d'habiter la langue dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps. Et c'est une manière aussi de renouveler la langue, de l'habiter différemment, puis de génération en génération. Qu'est-ce qu'on veut transformer de ce qui existait? Une génération répond toujours à une autre. D'abord en s'y opposant, puis ensuite en trouvant qu'est-ce qu'elle a de commun, à quoi elle résonne. Puis là, il y a une sorte de réconciliation et Mhm. ça va continuer. C'est une chose que je comprenais pas très bien quand moi, je commençais à écrire, parce qu'on le fait, c'est d'abord inconscient, mais quand on voit les générations suivantes se construire, je pense qu'on saisit un peu mieux ce phénomène-là. Comment les générations viennent les unes à la suite des autres en littérature. D'abord par l'opposition, comme je disais, puis ensuite par un sentiment de reconnaissance. On reconnaît ce que l'on porte de l'autre Mm. et on assume totalement notre singularité. Mais au début, c'est un peu comme l'adolescent, on veut juste se distinguer, on veut juste faire différent, on veut juste dire non. Puis après Mhm. ça, on dit oui à certaines choses, puis on se reconnaît des affinités. Et là, la transmission commence à être possible. Quand je regarde, parce que moi, la poésie est entrée dans ma vie dans les dernières années, puis quand Oui, je regarde ceux et celles qui me parlent le plus, outre ton écriture, il y a celle d'Elkana Talbi, de Véronique Grenier. Quand Simon Boulris va dans la poésie, puis il y a aussi beaucoup de poésie dans sa prose, oui. vous êtes tous et toutes très différents, mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a une écriture narrative chez chacun de vous. Est-ce que c'est un adjectif qui te convient? Ou comment tu décrirais ta propre plume? Belle question, 1 million de dollars. Oui, je vais la prendre. Je vais tenter une réponse. C'est difficile. Euh, je pense, euh, je pense qu'il y a, oui, une narrativité, quelque chose qui se raconte. Mhm. Il y a bien sûr quelque chose qui réfléchit aussi, puis quelque chose qui est ému. Donc, pour moi, c'est une rencontre entre la narration, l'émotion et la réflexion. Et chaque livre dose peut-être différemment ces éléments-là. Moi, j'aime pas du tout les genres littéraires. Et ce que je vois aujourd'hui de la littérature qui est là, qui est présente, j'adore ça pour ça. Parce que moi, certains des livres que j'ai publiés, par exemple, Jour de sable, on se demandait roman, récit autobiographique, autofiction, tout ça. Et pour moi, l'important, c'est de faire un livre vivant qui va jouer sur cette rencontre-là entre la réflexion, l'émotion, la narration. Probablement qu'aujourd'hui, Jour de sable, on dirait tout simplement roman, parce qu'en fait, c'est ça. Mm. Même quand on écrit un récit, qui peut dire que ce qui s'est passé, c'est exactement ça? D'ailleurs, après que je l'ai publié, il y avait des éléments autobiographiques, mais bon, ma sœur m'a dit, ah, mais ben, le feu qu'il y a eu que tu racontes, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ou mon père, mais non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et donc, même si on raconte ce qui pour nous est vrai, euh, je pense qu'on raconte plutôt une forme de réalité, une interprétation de la réalité, tout en respectant beaucoup comment le souvenir se transforme dans Mm. notre mémoire. Et c'est très beau, cette partie-là. Cette fiction qui se crée toute seule dans nos vies, moi, j'adore ça, je trouve ça magnifique. Pas forcément parce que ça falsifie la vérité. C'est pas une falsification de la vérité. Pour moi, c'est un ajout, c'est un surcroît de vérité qui s'appelle l'expérience, Mm. c'est-à-dire ma manière de traverser la vie telle qu'elle se présente à travers des événements, des gestes, des paroles, des rencontres, des ruptures, tout ça en fait. J'ai l'impression que tu traverses la vie avec beaucoup de sensibilité. Puis quand je te rencontre et quand je te parle, je sens aussi beaucoup une grande force tranquille. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que il y en a eu des grands moments d'insécurité face à ta plume, face à tes projets d'écriture?
Est-ce que c'est quelque chose comme moi qui étais si insécure face à la tentative d'écrire quelque chose de poétique, puis même encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire que j'écris de la poésie, mais de façon générale, est-ce que tu en as eu des grands moments de doute face à ton travail? Je dirais que le plus grand est arrivé très tôt. Ça a été vraiment entre mon premier et mon deuxième livre. OK. Hem, Parce que le premier, il s'est écrit, ben, pas que je m'en suis pas rendu compte, mais c'est écrit dans un certain contexte de début d'écriture. J'avais fait mes études en philosophie, je commençais à écrire de la poésie, je faisais des études justement en littérature. J'avais publié des premiers poèmes en revue, et là, le Dans livre s'est l'estuaire. écrit, oui, dans la revue Estuaire. Et là, les poèmes se sont écrits au début d'études en littérature aussi, mais je n'étais pas vraiment dans un bac. Je faisais plutôt des cours ici et là parce que j'avais déjà un bac. Donc, je me suis retrouvée avec un premier manuscrit de poésie que j'allais proposer. Et puis, ça a été pour moi quand même assez facile. À l'époque, ça ne l'était pas forcément. Il n'y avait pas tant de maisons d'édition. Ils ne publiaient pas 25-30 livres par année. C'était Mm. pas du tout le même contexte non plus. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément plus facile de publier aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, c'était pas évident, disons. Mais moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance, ça a été assez facile. Mais après le premier, là, c'est comme si, à partir du moment où je reçois cette boîte-là, que j'ouvre, puis là, je vois un livre avec mon nom dessus, c'est comme si là, je devais décider, est-ce que je fais ça de ma vie? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais par là, ce chemin-là qui s'ouvre pour moi? Et j'ai eu une période, là, j'ai fait une maîtrise en littérature qui était en création, mais je ne savais pas trop. Ça a été une période vraiment d'incertitude. Après le premier, des fois, on se dit, est-ce que j'ai tout écrit, ce que j'avais à écrire? Où Pour est-ce que vrai? je vais avec ça? Ben moi, c'était ça. Alors qu'aujourd'hui, tu as 1 million de livres. Oui, mais en tout cas, ça s'est posé. Peut-être parce que c'est le premier élan, puis on se dit, OK, mais là, le premier élan, comme ça, qu'est-ce que je fais après? Et Mhm. donc, ça m'a pris sans doute pas si longtemps, mais pour moi, ça m'est paru très, très long avant que je commence le deuxième livre qui était hors champ. Puis ensuite, il y a différentes formes de doute. Hein? C'est pas forcément l'abîme, c'est pas forcément, mais il y a toujours le doute. Hein? Je l'ai entre chaque livre. Des fois, habituellement, j'ai un livre qui est en cours au moment où j'en termine un, Ouais. mais pas toujours. Donc, c'est je ne vis pas avec la certitude qu'il va y avoir un autre livre. Et ce n'est pas moins exigeant après 30-35 livres qu'après 2 livres ou 3 livres. Et moi, je me disais, à ce moment-là, justement, après mon premier, je me disais, ah, quand je vais en avoir 20-25, là, ça va être facile. Tu sais, ça va être le suivant, le suivant. Non, au contraire, c'est vraiment... ça pose d'autres questions, d'autres manières d'être dans cet engagement en littérature, en fait. Mais j'entends que entre le premier et le deuxième, tu te demandais si tu avais déjà tout dit. Tu t'es questionné à savoir si c'était dans cette carrière, dans cette direction que tu voulais aller. Mais est-ce que à ce moment-là ou dans les années qui ont suivi, tu t'es demandé, est-ce que tu t'es déjà demandé si c'est banal, si tu écrivais bien? Est-ce que tu as déjà remis en question ton talent? C'était pas comme ça que je posais ça. C'est pas cet élément-là. Ce qui a toujours primé, c'est le lien que j'entretenais avec l'écriture. Et c'est comme une rencontre, l'écriture. On se dit pas, c'est-tu parfait? On se dit où on va. C'est comme quand on est en relation d'amour, d'amitié avec quelqu'un, c'est ces possibilités-là qu'on développe aussi avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait de notre rencontre? Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qui peut nous faire devenir de meilleurs êtres humains? Comment on peut aller plus loin dans la rencontre avec nous par l'autre? Comment on peut faire grandir ce lien-là, l'ouvrir, accueillir autre chose? C'est en ce sens-là que j'ai toujours abordé l'écriture. Non, je me suis jamais demandé ça. En même temps, c'était pas ça qui comptait. Pour moi, c'est plus une question d'authenticité. Mhm. Est-ce que je vais là où je dois aller? Par exemple, moi, je me suis toujours dit, je publierai jamais un livre juste parce que, ben là, c'est le salon du livre, puis il faut qu'il sorte. Ou là, on me donne un délai. Même, j'ai déjà dit à une éditrice, ben là, je pense pas que je peux remettre le livre au délai qu'on a établi.
parce que je sens que ce livre-là veut m'amener plus loin. Ouais. Et si je refuse d'aller aussi loin que le livre veut m'amener, là, je respecte pas mon engagement envers l'écriture. Parce que le livre, la publication, la vie d'écrivain, tout ça, c'est une chose. Mais mon lien à l'écriture, c'est autre chose. Et c'est ça qui a toujours primé. Je me suis toujours efforcée. Ça ne veut pas dire que je suis insensible aux échos, que les critiques, tout ça, c'est pas ça du tout, c'est autre chose. Mais je me suis toujours efforcée de nourrir ce lien et de lui donner toujours la primauté, que ce soit toujours ça qui prime pour moi, le lien à l'écriture. Est-ce que je vais aussi loin que je peux aller dans l'écriture de ce livre-là? Et de toutes sortes de manières, jusqu'à mon roman « Pas même le bruit d'un fleuve » qui a été une manière d'écrire complètement différente de tout ce qui avait précédé. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que tu es habité d'une certaine force tranquille ou tu sais que tu es souvent comme un canard avec les pattes qui se font aller sous l'eau tout en étant très calme non, à l'extérieur? Non, je pense que je suis plutôt une force tranquille, Ouais. effectivement. Oui. Je pense que ça a toujours été là. Même quand ma mère me parlait de moi, quand j'étais enfant, elle m'en parlait comme ça. Elle me disait, toi, elle me disait même presque, je pouvais t'oublier, tu pleurais pas pour que je te donne à manger. Donc, ça a vraiment toujours été comme ça. Et Oui. on parlait du premier livre. Donc, après les poèmes publiés dans la revue Estuaire à partir de 81, il y a eu l'intervalle prolongé en 83. Oui. On approche du 40 ans de carrière. Ben oui. Qu'est-ce que ça signifie, cette étape de vie et de carrière pour toi? Ben, par rapport à ce que je te racontais tout à l'heure, de ce souvenir entre mes 2 premiers livres, je pense que si j'ai réussi quelque chose dans ce chemin-là, c'est sans doute à respecter l'engagement que j'ai pris à ce moment-là envers l'écriture, envers ce chemin-là auquel la littérature m'invitait pour tout ce qui est de démarche intérieure. Est-ce que je vais poursuivre? Parce que, tu le sais aussi, hein, c'est exigeant. 40 ans, c'est exigeant. Il y a des gens au bout de 2 livres, 3 livres. Ça veut dire aussi beaucoup de sacrifices, des choses qu'on sacrifie, même dans notre vie personnelle. Ça veut dire parfois ne pas faire ça parce que là, je dois écrire, parce que je dois rester dans cette discipline-là. Moi, je suis quelqu'un d'assez discipliné. Donc, ça veut dire tout ça. Alors, s'il y a une chose pour moi qui importe, c'est justement la durée. J'aime que ça fasse 40 ans que je suis sur ce chemin-là. C'est comme une relation à long terme que j'ai approfondie. Et oui, ça me donne vraiment une joie. Je suis heureuse d'avoir exploré, défriché, creusé ce chemin-là depuis 40 ans. Je trouve ça le fun. Tu vas atteindre ton 40e quand je vais atteindre mon 10e. Oui. Quand même. Quand même. Puis, tu vois, après on a des choses à se dire. Puis, on a visiblement beaucoup de choses à raconter dans nos livres, dans nos histoires. Oui. Tu parlais de sacrifice. Moi, ça fait quelques semaines, je sais pas si tu vas être d'accord, que je prends de plus en plus conscience qu'à force de multiplier les projets de livres, donc des projets créatifs, mais aussi d'autres choses. Tu sais, le balado littéraire, Oui. les spectacles que je produis dans ma région en Abitibi-Témiscamingue, d'autres à Montréal, il y en a d'autres qui s'en viennent dans d'autres régions. Et je fais beaucoup de choses. Puis, je réalise que la source d'énergie créative, pour moi, est la même que la source d'énergie émotive qui sert en relation avec les amours, les amis, avec moi-même. Et qu'à force de multiplier, il me manque d'énergie émotive à donner aux autres. Puis des fois, j'en parlais à des amis un peu plus cartésiens puis qui me disaient « Ah, mais t'es fatigué physiquement ou mentalement à force de trop travailler. » Puis j'étais comme « Pas vraiment. Non. J'ai beaucoup d'énergie puis ça me porte ces projets-là. Mais ma source d'énergie émotive est de plus en plus petite. Et je pense que je vais devoir changer ça. Parce que, on va se le dire, j'ai pas besoin d'écrire 3 livres par année. Ou d'en publier 3 par année, même si j'essaie de les amener le plus loin possible, que je le fais avec le plus de rigueur et d'authenticité possible, je peux en faire 2 ou en faire 1 cette année-là. Mais oui. Puis, quand je vais me réveiller le matin avec un besoin de créer qui déborde, je le donnerai à autre chose dans ma vie. Tout ce que je viens de te résumer, est-ce que tu as un sentiment similaire face à la source d'énergie créative, émotive?
Oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça, je te dirais, c'est une des belles choses aussi que ça fasse 40 ans, c'est qu'à un moment donné, toutes ces choses-là, mais c'est, ouais, je trouve ça magnifique, la conscience que tu as de ça, ça, c'est vraiment magnifique parce que c'est important aussi, c'est important. Moi, je pense que j'ai pris conscience de ça beaucoup plus tard, que, qu'il y a quelque chose de notre rapport fondamental à la vie qu'on met dans la création et vice-versa. Et qu'il faut vraiment, il faut être conscient et lucide vis-à-vis ça. Parfois, il y a des choses, moi en tout cas, ça a été mon cas, de la création que j'ai voulu mettre dans la vie, ce qui a créé d'absolu, beaucoup d'idéalisme, Mhm. beaucoup de tout ça. Et je me suis dit, OK, ça, je peux le mettre dans la création, ça existe dans mon lien à l'écriture, mais je peux pas forcément le mettre dans la vie. C'est dur à accepter, tu Très, trouves? très, très, très dur à accepter. Mais là, j'allais dire, il faut s'ancrer profondément dans les deux. C'est-à-dire faire vraiment de la création. Pas, pour moi, c'est pas un lieu où je sublime. Pas du tout. Je vois absolument pas la création comme un lieu de sublimation. Pas du tout. Un lieu d'exploration, un lieu d'expérience, puis un lieu véritable pour moi de sensation. Puis on le sait, quand on lit, puis c'est peut-être quelque chose qui appartient à la littérature. On peut entendre un chien aboyer dans Mm. une phrase de chien aboie, on l'entend aboyer. Est-ce que c'est le lieu où on peut le mieux l'entendre? Bien, pour moi qui suis sensible aux mots, à l'écriture, à la page blanche, oui, je dirais oui. Donc, c'est là que je peux mettre aussi ce rapport à l'absolu, cette exploration de plein de possibilités. Ce qui ne veut pas dire que je ferme tout dans la vie, mais sûrement qu'en tout cas pour moi, dans mon cheminement intérieur, je suis passée de beaucoup d'absolus à beaucoup de relatifs, puis j'ai pas fini. C'est encore un chemin que j'explore, parfois difficilement. C'est pas forcément facile. Et sinon, l'autre aspect de ta question, là aussi, je me reconnais beaucoup en toi parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses. Et des fois, des gens qui regardent ce que j'ai fait et qui me disent, mais comment tu as fait pour écrire autant de livres en faisant autant de choses? Il y a une grande ferveur. Ça, je la reconnais chez toi. Quand on s'était rencontrés au Salon du Livre, je sentais toute cette ferveur-là. Et je me souviens m'être dit que tu l'explorais, que tu l'habiterais totalement, peut-être pendant quelques années, puis qu'ensuite, justement, peut-être qu'il y a quelque chose de ça qui s'apaise et que les choses extérieures, le rebond extérieur prend moins d'importance. Nous, à l'époque, c'était beaucoup qu'on publiait aux 2 ans. C'était ça. Aujourd'hui, c'est 2, 3 livres par année pour vous. Mais nous, Mais, c'était un livre aux 2 ans. Puis on se disait, mais si je publie pas un livre aux 2 ans, là, ouais. est-ce qu'on va m'oublier? Est-ce qu'on va encore m'inviter? Est-ce qu'on va encore faire ça? Je pense que tout jeune artiste a ça. Parce qu'on a aussi ce besoin d'exister. Je pense qu'on... D'établir un nom aussi. Il y a un certain moment où on va se faire inviter, même si ça fait 4 ans qu'on n'a pas publié. T'en seras jamais certain de ça. Ouais, Tu non. vas toujours douter de ça. Mais toujours, puis ça, c'est pas juste dans la littérature. Je connais des gens en chanson, par exemple, qui disent, puis qui ont une carrière, là, puis qui se disent, ouais, mais si ça fait 2 ans qu'on m'a pas vu, que je refuse tout, est-ce qu'on va encore... Donc, ça, non. C'est quelque chose qui tient au rapport à soi. Mhm. Une espèce d'apaisement qu'on doit trouver en soi-même et se dire aussi qu'on n'existe pas plus parce qu'on est vu par plus de personnes. Mhm. Ça, c'est vraiment, c'est essentiel. Parce que je pense il y a beaucoup de choses bien dans cette vie-là, mais il y a aussi beaucoup de petits pièges aussi dans le fait de se sentir ou de vouloir se sentir reconnu. Puis je vais le dire, une grande banalité, mais la première reconnaissance, c'est celle vis-à-vis soi-même. Reconnaître soi-même sa propre existence, ne pas avoir besoin de l'autre, que ce soit une personne ou 1000 ou 10 000 personnes pour nous dire « tu existes comme artiste Mm. ». Moi, je me souviens, quand j'ai reçu cette fameuse petite boîte avec mon premier livre, la première pensée qui m'est venue, c'est que on me disait « tu peux publier ». C'est assez bon ce que tu fais pour que ce soit publiable. Donc, on me donnait le droit d'exister comme artiste, ce qui est totalement faux.
C'est faux, parce Ça que me fait même, penser même à... publier, c'est une question de contexte. Si cet éditeur-là avait reçu plus de meilleurs manuscrits cette année-là, Mhm. puis que le mien avait passé en deuxième, j'aurais pas publié. Est-ce que j'aurais été une moins bonne artiste à ce moment-là? Non. Il y a beaucoup de relatifs aussi dans ça, puis il faut jamais l'oublier. Je me rappelle, avant de publier mon premier roman, il était en cours d'écriture. Une amie m'avait entendu dire que je me décrivais comme un journaliste parce que j'avais mes études déjà là-dedans, mais aussi comme écrivain parce que je sentais probablement un appel très fort, mais il y avait encore personne qui avait confirmé Oui, que c'était valable. oui. Puis en même temps, aujourd'hui, je vois plein de gens qui écrivent chez eux, puis qui rêvent d'être publiés, puis qui n'ont pas le style qui se démarque, ou ils n'ont pas des histoires originales, ou ils n'ont pas le même rapport à l'écriture. Puis on dirait que maintenant que je suis dans le milieu, ça me dérange ceux qui se prétendent écrivains comme ça. Mais à l'époque, je me prétendais écrivain comme ça sans avoir été publié. Tu penses qu'on peut se dire écrivain quand, toi? Honnêtement, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que dans l'exemple que tu donnes, il y a aussi la personne qui est chez elle, puis qui écrit quelque chose de peut-être bien meilleur que ce que toi et moi, on écrit, Hmm, puis qui a juste pas envie de publier. Puis vraiment. ça, c'est un grand écrivain. Ouais. Moi, je me souviens toujours, quand Bach et Telemann, ben, à l'époque de Bach, Jean-Sébastien Bach, c'était Telemann qui était très, très, très connu. Mais aujourd'hui, Telemann, on le connaît beaucoup moins que Bach. Donc, tout ça, c'est aussi dans le temps. Le temps est un grand malaxeur, un grand ami, un grand... Et je pense que il faut pas tant accorder d'importance à ça. Quand j'ai reçu ma petite boîte avec mon livre, avec mon nom sur la couverture, on me disait pas plus que j'étais écrivaine, Hmm. que aujourd'hui, en fait, puis j'écrivais. C'est pas vraiment ces éléments-là. Moi, je pense qu'un élément très important, c'est de développer un rapport à l'écriture comme une rencontre avec soi-même, puis avec ce qu'on ignore de soi. Et c'est vraiment ce chemin-là pour moi qui compte. Le reste, oui, ça compte, oui, ça importe d'être publié, d'avoir des prix, d'avoir des lecteurs fervents, d'avoir ce public-là qui nous accompagne. Mais il faut faire attention, je pense, à la place que ça prend et à l'interprétation qu'on en fait. Mhm. C'est fragile, c'est beaucoup plus fragile et peut-être beaucoup plus relatif qu'on pense. C'est beaucoup moins important que ce qu'on peut parfois donner. J'allais dire, il faut se méfier de soi dans ces choses-là parce qu'il y a toujours des petits fossés dans lesquels on va tomber. Des fois, ça peut être une mauvaise critique, Mm. puis on tombe dans ce fossé-là. C'est risqué, c'est très dangereux aussi de se mettre d'un côté ou de l'autre, autant à la merci du regard extérieur. Autant pour être écrivain, tu es un très bon écrivain, je te donne être un grand prix, là, c'est vraiment quelque chose. Parce que ça aussi, ça comporte ses Un propres piège. dangers. Mhm. Des fois, quand tu es au début d'une carrière d'écriture, puis tu as un grand prix, ça peut être dangereux, en fait, pour La la semaine suite. dernière, je suis allé sur Goodreads, puis c'était pour ce livre-là. J'ai vu euh, une critique méchante, mais d'une gratuité incroyable, et toutes les autres étaient positives et dithyrambiques. Je les ai reçues, mais celle qui m'habite depuis 2 semaines, c'est la Ben oui. maudite critique méchante, Mais oui. qui est basée sur rien en plus, et qui me prête des intentions, et etc. Puis ça me rappelait cette nécessité de se détacher d'une certaine façon, du bon comme du mauvais. Oui, Pas se puis laisser définir par ça. absolument, mais je te dirais, c'est dans des choses comme ça que l'écriture nous apprend à vivre. Moi, en tout cas, au tout début, là, je me suis dit, ben écrire, publier, tout ça, ça va m'apprendre à vivre puis à devenir un meilleur être humain. Un exemple comme ça, on est tous tombés là-dedans. Moi, en tout cas, ce que ça me dit, c'est que parfois, dans ma vie même, tout va bien, tout va vraiment bien, tout, tu sais, c'est wow, je me dis, OK, ça va bien. Puis là, il y a une petite affaire avec quelqu'un, là, Mhm. et là, tout à coup, ça prend la place énorme. Ben, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Donc, on peut, tu vois, pour moi, c'est vraiment cette manière de travailler sur soi à partir de choses comme ça qui nous arrivent. Puis en même temps, moi, j'ai eu un très, très grand conseil de Suzanne Paradis, dont je parlais tout à l'heure. Une des premières critiques que j'ai eues de mon tout premier livre était vraiment très, très mitigée. Mm. Euh,
bon, moi, je dirais mauvaise, mais je sais pas, après, on m'a dit que c'était pas si mauvais, mais c'est pas grave. Pour moi, c'était mauvais, je l'ai reçu comme ça. Puis écoute, je commençais, là, tu sais. Et Suzanne Paradis, dans la minute où j'ai lu cette critique, et je me souviens encore du moment, m'a dit, m'a donné une grande leçon d'équanimité. Elle m'a dit, n'accorde pas plus d'importance à une mauvaise critique qu'à une bonne critique. C'est très difficile, mais j'allais dire, c'est une pratique intérieure essentielle. Très difficile aussi de ne pas accorder trop d'importance à une critique dithyrambique, à un prix, à des marques de reconnaissance, à des choses comme ça. Mais il ne faut jamais oublier dans ce temps-là que le vrai travail commence face à nous, avec les mots, à la table d'écriture. Et que tout ça ne fait pas de nous un meilleur écrivain ni un pire écrivain. La mauvaise critique que tu as eue, ça change pas. Ça change pas ce que tu es comme écrivain. Ce que ça peut faire, c'est mettre des petits fantômes autour de toi. Mais ces fantômes-là peuvent toujours venir. On peut toujours convier. Ah, t'es-tu sûr, encore un livre? Es-tu sûr? Ah non, c'est pas bon, c'est un mauvais début. Tu sais, on écrit tous avec, on peut les convier. On peut fermer la porte aussi à ça quand on commence à écrire un livre ou quand on le termine. Un dialogue avec le doute, je pense que c'est fondamental dans une carrière, en tout cas pour moi, à long terme, là, dans ces 40 ans-là, ça a été essentiel. Il est là, je n'ai jamais voulu le chasser. Il est précieux, c'est un grand ami, le doute, mais il ne faut pas que ce soit lui qui décide de tout. Je ne peux pas lui laisser c'est pas lui là, qui décide où va la voiture, où va le cheval en avant. Là. C'est moi qui va décider. Il va m'accompagner, puis il est très précieux. Mais il faut qu'il reste sur son territoire. On parle de critiques qu'on a lues, qu'on a reçues. Tu as déjà été toi-même critique. Ouais. Dans quel contexte exercer ça? En fait, j'ai commencé assez tôt parce que j'ai fait partie de la rédaction de la revue Estuaire, comme tu disais tout à l'heure, où j'ai publié mes premiers textes. J'ai été invitée à me joindre au comité de rédaction. Donc, je dirigeais aussi, c'est-à-dire je coordonnais le comité de lecture. Il y avait quand même des gens comme Michel Beaulieu, Suzanne Paradis qui était là aussi, Paul Chanel-Malenfant était là, Gilles Pellerin, d'autres aussi, Christian Bouchard. C'était un très beau comité de lecture. Donc, je regardais les autres quand même accueillir les textes. On a voulu mettre dans la revue Estuaire une partie critique. Et là, j'ai commencé à faire de la critique à ce moment-là. J'en ai fait aussi dans le Dictionnaire des œuvres littéraires québécoises. J'étais à l'Université de Laval à l'époque. Il y avait Livres et auteurs québécois qui répertoriaient toutes les parutions dans chaque genre. C'était encore possible à ce moment-là. J'en ai fait un peu dans La Vie en rose, cette magnifique revue, dans Québec français. J'en ai fait un peu partout, finalement, un peu dans Le Devoir, des revues étrangères aussi, où je parlais de la littérature québécoise. J'en ai fait quand même assez longtemps, plusieurs années. Mais tu vois, moi, présentement, ça fait 1 an et demi que j'ai une chronique critique littéraire à Radio-Canada Abitibi. Donc, je fais le choix de parler de livres que j'ai appréciés, avec parfois quelques bémols, mais ceux que j'aime pas, j'en parle pas. Oui. Puis, pendant des années, j'avais un blog de critique culturelle, et ensuite, j'ai été rémunéré dans différentes publications pour faire des critiques de théâtre, de cinéma, de danse, de littérature, de cirque. J'ai, à un moment donné, senti que je ne pouvais plus faire ça parce que plus je me déployais comme artiste, plus je sentais un malaise à être aussi celui qui pointe ce qui fonctionne ou fonctionne moins. Tu vis ça comment? Mais tu as vécu ça comment d'être une artiste et une critique? Ben, je ne l'ai pas fait longtemps, d'abord. Oui, dans plusieurs circonstances, quand même. Oui, plusieurs circonstances. Mais il y en a, c'était pas de la critique comme telle. Parce que moi, j'avais un rapport à la critique un peu comme ce que j'ai à l'écriture, c'est-à-dire voir comment un texte peut se déployer. Mais j'étais pas là pour dire si c'est bon ou pas bon. J'ai été aussi longtemps éditrice et pour moi, c'était un peu la même chose. C'était d'accueillir souvent un texte qui était d'abord très différent de ce que je faisais. Ça, je trouve ça très important, pouvoir accueillir un texte différent de ce que j'écris et même parfois de ce que je peux aimer, mais voir ses possibilités. Essayer de voir où il a voulu aller, comment il a voulu y aller et comment ça peut résonner pour un lecteur. Le contexte de la critique est très particulier, je pense, au Québec spécifiquement. À l'époque, il y avait
Il n'y a pas tant de lieux, en fait, où on parle de critique, ni de romans, ni de poésie. Il y a pas, on n'a pas des émissions de demi-heure en demi-heure qui parlent de ça. Je pense que pour moi, la critique, j'ai toujours vu ça comme une invitation à lire, davantage qu'une manière de dire, ben, pourquoi tu devrais pas lire ça? Non, pourquoi tu devrais lire ça? Donc, moi aussi, je choisissais beaucoup les livres. C'est arrivé très, très rarement que j'avais soit des réserves ou encore que je pense pas avoir jamais descendu un livre et Mhm. certainement jamais mis l'auteur en question. Ça, pour moi, c'est très différent. Et même comme éditrice, euh, pour moi, c'était essentiel de séparer un texte dans son fonctionnement d'un auteur. Euh, pour moi, on ne touche pas, par exemple, à un propos. C'est très délicat. Qui peut dire, ben, tu devrais pas écrire ça ou tu devrais Mhm. pas parler de ça? Non, Mais quand même, c'est la forme, en fait, c'est la forme. Est-ce que la forme permet au propos de s'accomplir? Mais que j'aime comme critique, le propos que je l'aime pas, qu'est-ce que ça peut mais faire? émettre un bémol sur le fait que la forme permet ou non au propos de s'accomplir, alors qu'on a une pratique d'écrivaine, ça peut être perçu par ceux dont tu parles comme si tu avais une posture de supériorité. Il y a ce danger-là. Oui, tout à fait. Ben, ça dépend. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, mais ça dépend aussi combien de temps. Moi, dans mon cas, je l'ai fait 2 ans. Je l'ai fait entre à peu près 82, 84, donc au tout début. Et effectivement, je me suis rendu compte aussi de cet élément-là. Puis c'est pas la seule chose qui joue, c'est qu'à un moment donné, il faut bien l'avouer, le milieu est très, très, très petit. Donc, tu finis par parler de gens qui soient ont été ton éditeur ou ton éditrice, puis t'ont refusé à Ouais. tel moment, puis personne ne va le savoir parce que tu te retrouves à écrire un texte sur le livre de cette personne-là, ou encore à l'inverse, je veux dire, tu es allé souper samedi soir avec cette personne-là, et puis là, tu as son livre entre les mains, euh, qui peut être parfaitement indépendant vis-à-vis de toutes ces choses-là. Mhm. Bon, les gens sont humains aussi. Je pense qu'à chacun son propre rapport à sa conscience et comment il fait ça. Mais qui peut faire de la critique, c'est une question très intéressante parce qu'en même temps, on en a besoin. En poésie, particulièrement, c'est le problème qui se pose. Qui peut faire, qui veut même faire de la critique de poésie? C'est juste ça. Alors que, à peu près, tu sais, il y a quand même la plupart des gens qui en lisent, en écrivent. Il faudrait trouver, je sais pas qui, Mhm. mais je sais que c'est C'est un très... beau problème. Ouais, c'est un... Oui, je sais pas s'il est beau, mais en tout cas, c'est un problème. Et comment parler de la poésie? Et comment parler... Comment... Moi, je sais pas. C'est peut-être... je sais même pas si c'est propre ici au Québec, mais je sais qu'il y a des lieux, par exemple, en France, où tu ouvres une revue ou un journal et tu sais que si le livre est là, c'est parce que ça va être accueilli. Donc, c'est un accueil. On accueille le plus souvent quelque chose de favorable. Ici, il y a des lieux qui peuvent se plaire un petit peu à dire, bon, ben là, ça fait 2, 3 livres que j'aime, il faudrait bien que j'en descende 2, 3 aussi pour montrer que j'ai quand même du caractère puis que j'aime pas tout. Je sais pas, tu sais, c'est... Ça Donc, me dégoûte, cette idée-là. oui, mais je veux dire, c'est parfois l'être humain aussi, hein, puis on peut en faire les frais comme écrivain. Et j'allais dire, c'est des pratiques intérieures très exigeantes, mais nécessaires aussi. Mhm. Parce qu'on fait quelque chose de public, parce qu'il y a ça aussi. Oui, mais moi, je m'ennuie pas de faire ça. Je l'ai pas fait longtemps parce que ces conflits-là me sont apparus Mhm. très rapidement. Et j'ai pas eu envie d'aller plus loin dans ça. Mais j'ai aussi, cela dit, à un certain moment, euh, il y avait des lieux qui faisaient de la critique que je trouvais beaucoup trop déchirants pour celles et ceux qui les recevaient. Et je me souviens être intervenue auprès des gens qui faisaient cette revue-là. Parce que je voyais que j'étais éditrice à ce moment-là Mhm. et je voyais des écrivains arriver puis être complètement défaits par ça. Et j'avoue que ça me troublait, ça me peinait énormément parce que je trouvais ça
gratuit, inutile, Mhm. surtout inutile, parce on va pas se faire à croire qu'en tout cas, à ce moment-là, il n'y a pas, 5000 personnes qui se jettent sur un livre parce qu'il y a une critique dans tel média. Et je trouvais ça inutile et un peu cruel par moments. Tu viens de nommer le fait que tu étais éditrice. En tant qu'écrivaine, tu écris plusieurs formes. Tu as enseigné, tu as fait du mentorat. Euh, D'où ça vient ce besoin, cette envie d'explorer presque toutes les facettes du processus créatif littéraire? Je ne saurais pas dire d'où ça vient, mais il m'est apparu très, très tôt que moi, je resterais pas avec ma table d'écriture et que ce serait juste ça. Puis je dis pas ça juste ça parce que c'est seulement ça, là. Je veux dire, c'est extraordinaire, c'est formidable de faire ça, écrire des livres, puis voilà. Mais moi, il m'est apparu très rapidement que j'avais envie d'explorer d'abord d'autres disciplines artistiques et de m'impliquer aussi dans la littérature de différentes manières. Donc, par exemple, oui, en faisant d'abord, en étant dans des comités de revue, en étant éditrice, parce que je crois aussi à ça, être une passerelle entre des auteurs et des lecteurs, c'était vraiment important pour moi. Ensuite, en explorant d'autres formes artistiques, d'autres genres littéraires d'abord que la poésie, aller Mhm. ailleurs. J'aime l'inconfort, je pense. J'aime l'exploration. J'aime ça, explorer. J'aime aller où je ne suis pas allée et puis voir... en fait, ça me rappelle une phrase de Duras qui dit « J'écris pour voir ce que j'écrirais si j'écrivais ». Moi, j'ai l'impression, je veux savoir aussi quel artiste je suis, quelle créatrice je suis, et explorer des formes différentes, que ce soit dans un livre avec de la photographie, que ce soit des collaborations musicales, avec des peintres, des livres d'artistes. Tout ça, pour moi, c'est une façon d'explorer quel artiste je suis, quelle créatrice je suis. Et pourquoi t'as arrêté d'être éditrice? Probablement pour la même raison que j'ai arrêté d'enseigner, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir donné ce que j'avais à donner dans l'édition, sous la forme qu'étaient à ce moment-là les éditions du Norrois, dans le contexte, j'allais dire aussi personnel qui était là. En début de discussion, on a parlé de la musicalité dans l'écriture, mais la musique comme telle fait beaucoup, beaucoup partie de ta carrière et de ta vie. Tu as écrit plusieurs billets de blog pour l'Opéra de Montréal, tu as produit une série audio de poésie et de musique, conçu des lectures-spectacles. En 2015, il y avait le concert littéraire avec les violons du roi, au Creux du Temps, dans lequel tu lisais certains de tes textes. Puis tu as refait le coup avec un autre concert littéraire avec le même ensemble, Comme résonne la vie, avec ton livre Comme résonne la vie. Et mais présentement, tu es dans les grands préparatifs Oui. pour un opéra dont on va parler dans quelques instants. Mais je veux d'abord savoir comment t'expliques la place que la musique occupe dans tes projets en tant qu'écrivaine. Parce que c'est pas si fréquent que ça. Non, c'est vrai, je m'en rends compte. En fait, disons que j'ai eu beaucoup aussi de collaborations musicales qui n'ont pas forcément été diffusées, très diffusées comme celle-ci, par exemple, celle que tu cites. J'ai collaboré quand même assez tôt avec des compositeurs qui soit prenaient de mes textes, les mettaient en musique, ou encore j'écrivais pour des compositeurs. Je l'ai fait notamment en Europe avec quelques compositeurs. Et ensuite, ben, en fait, avec les violons du roi, ça a été une très belle invitation du directeur Laurent Patnaud, qui lui est un fervent de littérature et de poésie notamment, qui m'a invité à concevoir avec lui un concert littéraire avec ce très bel orchestre, les violons du roi. Mais pourquoi tu dis oui? Pourquoi ça te parle quand on te fait l'invitation? Ben, c'est un peu toujours la même raison. Tiens, il y a un terrain de jeu que j'ai pas exploré, j'y vais. C'est sûr que c'est pas forcément le... Moi, j'aime l'inconnu.
j'aime ça, l'inconnu. Pour moi, rester dans ce que je connais, dans ce que je suis confortable, dans ce qui est là, ça, à un moment donné, ça perd du sens. Je pense que je dois m'ennuyer assez facilement, finalement, et j'ai besoin d'être stimulée, de dire, OK, c'est quoi, quel lieu j'ai pas exploré, où est-ce qu'on va avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette forme-là. Et c'est surtout ça qui me motive, qui me stimule. Des choses qui n'ont pas forcément été explorées, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comme, par exemple, le concert littéraire, à ce moment-là, en tout cas, on parle de 2014-2015 avec Laurent. Lire avec la musique classique. Très souvent, c'était en alternance, musique classique. Et bon, moi, j'avais fait déjà, j'avais exploré ça comme directrice aux éditions du Noroît. J'avais conçu des spectacles aussi, poésie-musique. J'avais fait, oui, la série d'enregistrements audio. Mais il y avait aussi des spectacles que j'avais conçus avec des poètes et avec vraiment des parties musicales et même des parties visuelles. On avait fait, je me souviens, un spectacle à Paris avec Denise Deshôtels et moi, et on avait fait tourner aussi ce spectacle. Ensuite, j'en avais fait un autre avec la compositrice Violaine Corradi. On avait fait tourner ça en Belgique, en France et un peu partout au Québec dans les salons du livre. C'était vidéo, musique et poésie. Mhm. Maintenant, c'est sûr qu'il y a ça partout, mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus rare. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la poésie, la musique? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour faire en sorte qu'un public peut-être nouveau s'approche de la poésie? Ça a toujours été quelque chose d'important aussi pour moi, vouloir sortir aussi le livre, aller ailleurs. Et donc, avec Laurent Patnaud, ben oui, j'ai dit oui spontanément. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette forme-là? Concert littéraire. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut devenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut créer aussi pour les gens? Puis l'opéra auquel j'ai fait un clin d'œil s'appelle Yourcenar, une île de passion. Puis il est fait en collaboration avec le Festival d'opéra de Québec, l'Opéra de Montréal, les Violons du Roi. Tu as écrit le livret avec ton amie, la regrettée Marie-Claire Blais. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où est parti le projet, puis comment il a évolué aux répétitions que tu vis présentement? Oui. Oui, en fait, tu l'as souligné, j'avais fait des collaborations avec l'Opéra de Montréal. Pierre Vachon m'avait invité à écrire sur le blog L'Opéra de Montréal. Pour la petite histoire, lui avait lu Recommencement, qui est paru en 2014, et pour me remercier, il m'a offert des billets à l'Opéra de Montréal. Et je lui ai répondu, j'ai dit, mais merci. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir et combien j'adore l'opéra, parce que j'étais déjà en amour avec l'opéra à ce moment-là. Donc, il a dit, ah oui, et il y a eu un projet par la suite, lui, où il faisait écrire différents auteurs. Je me souviens, il y avait Denis Arcand, Charles Binamé, un nouveau texte sur un air d'opéra connu. Et il m'avait demandé de collaborer. Quand j'ai fait ça, je dis, ben c'est le fun, ça, j'aime ça, faire ça. Et l'opéra m'a toujours, pas toujours, mais depuis quand même de nombreuses années, m'a vraiment intéressée, interpellée comme forme artistique. On l'appelle l'art total. Donc ça réunit en fait, le théâtre, la littérature, la musique, donc vraiment beaucoup d'éléments de disciplines que moi, j'aime énormément. Et j'ai eu envie d'écrire un opéra. Mais c'est une petite idée, là. On parle d'une petite graine là, qui est, pensée, qui traverse comme ça. Et je suis à Key West avec Marie-Claire. On est en train de manger ensemble. Marie-Claire me demande, et ça, c'est il y a quand même 6-7 ans, en fait. Et Marie-Claire me demande sur quoi tu travailles, qu'est-ce que tu as comme projet. Puis je dis mes projets, mais je dis, mais j'ai eu une idée quand même, un projet, peut-être même un rêve. Moi, qui n'ai pas tant de... Je ne suis pas quelqu'un qui rêve à des choses. J'aime mieux avoir des projets que je vais concrétiser. Donc, je dis, mais ça, c'est peut-être un rêve, je ne sais pas. Parce que je savais bien que ça ne fonctionnait pas comme ça, l'opéra. Et je lui dis, j'ai envie d'écrire un opéra inspiré de la vie et l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Et Marie-Claire me répond spontanément, je le fais avec toi. Oh! Waouh, oui! Et là, je dis, ben oui, évidemment. Bon, parce qu'il y avait cette grande amitié déjà avec Marie-Claire et parce que, quand même, Marie-Claire Blais
propose une écriture à quatre mains. C'est quand même une merveilleuse occasion d'entrer dans un processus, je savais, là, duquel j'allais évidemment apprendre énormément et juste d'être avec elle pour cet acte de création. Donc là, le projet a pris forme, mais normalement, l'opéra, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une maison d'opéra qui est là, puis qui donne une commande à un compositeur, qui travaille avec un librettiste, et souvent, c'est des « un » plutôt que des « une ». Hein? C'est beaucoup plus un monde d'hommes que de femmes aussi, il faut le dire. Et donc, il y a d'abord cette structure-là, puis on répond à une commande. Nous, on partait de l'inverse. Là. Moi, j'avais rien, j'avais pas de producteur, j'avais aucune façon à ce moment-là de le concrétiser. Tu n'avais jamais écrit de livret d'opéra non plus? J'avais jamais écrit de livret d'opéra. Ben non, encore là, on plonge dans l'inconnu. On aime ça, on y va. Et donc, justement, avec Les Violons du Roi, juste avant d'entrer sur scène, avant un spectacle avec le Quatuor des violons, je parle à Laurent Patnaud et je lui parle de ce projet-là, que je suis en train, de travailler sur un projet d'opéra avec Marie-Claire. On avait commencé à se partager les lectures, à penser à un synopsis, à tout ça, parce que l'écriture opératique, c'est très différent. Là, c'est pas du roman, c'est pas du théâtre, rien de ça. Et donc, Laurent me dit, « Ah, mais ça m'intéresse, on pourra en parler. » Et là, j'ai, Laurent Patnaud qui est là et qui a été un allié essentiel pour plusieurs années, qui a cru à ce projet-là, qui nous a appuyés, accompagnés. Il y a eu aussi Pierre Vachon qui était là avec, à ce moment-là, son mari François Tousignan, qui est décédé depuis, mais qui était là dès le début, qui nous... vraiment nous encourageait dans ce projet-là, jusqu'à temps que des démarches autour de 2019 prennent forme et que le Festival d'Opéra de Québec, l'Opéra de Québec, se montre intéressé à coproduire, parce qu'évidemment, là, c'était bien sûr impossible, juste Les Violons du Roi. C'est quand même, c'est des productions très coûteuses, avec beaucoup de gens. 6 solistes, un chœur, un orchestre. Absolument, oui, c'est beaucoup. Et l'orchestre, ça va être Les Violons du Roi. Donc, avec Laurent, on a mis sur pied déjà l'équipe de création. On a choisi le compositeur, Éric Champagne. On a choisi aussi la metteur en scène, Angela Conrad. Et donc, cette petite équipe au départ de création qu'on a choisie, avec Laurent et moi, on est allés, on a fait des démarches et l'Opéra de Québec a été intéressé. Ensuite, l'Opéra de Montréal a été intéressé, ce qui fait qu'il y a un partenariat de coproduction qui s'est formé et ça va se concrétiser. C'est en train de se concrétiser, ce qui est formidable quand même. L'écriture à quatre mains. Oui. C'est pas quelque chose que je fais souvent ou vers lequel je cours. Comment ça s'est passé? Avec une amie en plus. Ah, mais je dirais parce que c'était une amie. Okay. C'est ça qui a rendu tout ça possible. Parce que, et parce que cette amie, c'est Marie-Claire Blais. Et je le dis avec l'immense et profond chagrin que j'ai qu'elle ne soit pas là aujourd'hui pour en parler avec moi, pour le vivre à mes côtés. C'est vraiment un vide très, très douloureux pour moi. Mais elle est là autrement, bien sûr. Mais ça a été une expérience d'écriture absolument extraordinaire. Parce que Marie-Claire est l'être humain qu'elle est, et je ne dis même pas qu'elle l'était parce qu'elle le reste, elle l'a toujours été, la femme qu'elle était et l'écrivaine qu'elle était, c'est-à-dire bien sûr d'une grande humilité, d'une grande bonté, d'une grande générosité, et quand on dit qu'elle c'est quelqu'un de dialogue, quelqu'un qui a aucun rapport de pouvoir avec l'autre. On est entré dans un... Et puis, évidemment, on peut deviner combien moi, je la respecte et combien, évidemment, cette amitié et ce respect-là, cette admiration même, a fait en sorte qu'on est entré dans une écriture à quatre mains complètement fluide. C'est comme si les forces de chacune se mettaient à l'œuvre et qu'on respectait aussi les capacités de l'autre. Alors, moi, comme poète, dans ce travail pour ciseler la langue, pour mettre toute la musicalité, Marie-Claire, avec sa grande fluidité d'écriture, sa capacité d'inventer des scènes, des situations, de faire sentir l'émotion à travers des situations de personnages. Donc, tout ça s'est mis en place. Alors, rapidement, on a trouvé chez Yourcenar,
évidemment qu'on aimait toutes les deux avec ferveur. On a trouvé les tensions opératiques, parce que c'est ça l'écriture d'un opéra. C'est à partir de quelle tension on articule cette forme narrative. Et donc, on est arrivé au bout quand même de plusieurs versions de synopsis, plusieurs versions de livrets. J'ai même évidemment retravaillé le livret depuis le décès de Marie-Claire. Là, c'est un travail vraiment qui s'ajuste aussi avec les chanteurs, certains mots, certaines choses comme ça. Mais ça a été, je dirais, très fluide, très facile avec Marie-Claire. On avait cette confiance l'une envers l'autre, un dialogue, une fluidité. Puis évidemment, il faut dire qu'on a rencontré quand même des écueils. Là, c'est pas quelque chose, tout à coup, on a fait des démarches auprès d'une maison, puis voilà, ça se fait comme ça. Il a fallu vraiment... Moi, je dirais que c'est le projet dans ma vie jusqu'ici pour lequel j'ai dû le plus persister, persévérer. Vraiment, il a fallu vraiment persévérer beaucoup. Et Marie-Claire était là pour appuyer ces démarches-là. Elle était à Key West. Elle m'appuyait, elle m'accompagnait. On avait une complicité vraiment très grande. Puis Marie-Claire, quand on dit que c'est une femme d'espoir, puis ben, même dans ça, dans les démarches, là, bon, on continue, on persévère. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureuse. Puis évidemment, elle est décédée après avoir su quand même que l'opéra allait se faire. Là. Ça, c'est vraiment bien. Là. Est-ce que je peux te demander comment votre amitié est née? Oui, c'est né parce qu'en 2004, j'ai eu le prix Anne Hébert avec Jour de sable et Marie-Claire était sur le jury. C'était un jury France-Québec, donc il y avait René de Sécati, à ce moment-là, sur le jury, qui était déjà l'éditeur de Marie-Claire. Il y avait Antonine Maillet, il y avait Marie-Claire, puis il y avait un journaliste du journal Le Monde, dont j'oublie le nom. Et la remise du prix était à Paris, au Salon du Livre, et après le prix, on est allé manger. Il y avait à ce moment-là aussi Nicole Brossard qui était là, qui n'était pas sur le jury, mais qui était à Paris à ce moment-là. Et on a passé une soirée extraordinaire. Et j'ai rencontré Marie-Claire Blais, cette femme avec une... tu sais, quand on parlait de transmission tout à l'heure, la transmission, parfois, c'est juste d'être à côté de quelqu'un. C'est aussi dans cette énergie-là. C'est aussi dans la vision de la littérature. C'est pas toujours forcément dans des conseils. Marie-Claire m'a jamais donné de conseils d'écriture ou quoi que ce soit. C'était pas là. Fait que vous ne vous relisiez pas quand vous aviez terminé un manuscrit avant? Non, c'est pas ça. Il n'y avait pas de ça? Là. Non, c'est pas là. Bon, je dirais que Marie-Claire, dans les dernières années, on se parlait presque chaque jour, en fait. On s'appelait par FaceTime, on se parlait, et c'est sûr qu'elle me parlait de ce qu'elle écrivait, de ce qu'elle était en train d'écrire, ses personnages. Donc, il y avait une grande complicité, puis je parlais aussi de ce que j'écrivais. Donc, on parlait beaucoup d'écriture, elle me parlait de ses personnages, sa manière de créer. J'étais quand même très, très proche de ça, aussi proche qu'on peut être de quelqu'un comme Marie-Claire, qui est quand même très secrète. Donc, j'avais ce privilège d'une grande intimité avec elle qu'elle n'offrait pas quand même si fréquemment. Mais disons, il y a des choses qu'on apprend aussi juste en regardant quelqu'un travailler. Pour moi, par exemple, je donne un exemple, la fluidité d'écriture avec laquelle Marie-Claire écrivait, et j'allais dire devait écrire aussi, parce que c'est cette grande fluidité-là. Elle avait... Tout était dans sa tête, puis elle écrivait avec cette fluidité. Moi, j'ai appris de cette fluidité-là, parce que moi, comme poète, je suis quelqu'un qui va travailler beaucoup, puis je retravaille. Et tout à coup, ça s'est passé autour de 2018 à peu près, mon écriture, mon processus d'écriture a changé. J'ai comme assimilé quelque chose qui tenait de la fluidité, de cette capacité d'aller en avant, en avant, en avant. Et ça a influencé beaucoup, notamment l'écriture de mon roman, pas même Le bruit d'un fleuve. Ça a eu cet effet-là. Et donc, quand je parle de transmission, parfois, être à côté de quelqu'un, juste l'écouter, parler, être dans une intimité, c'est ça aussi. Et donc, dans
Dans le livret, bien sûr, il y avait ça. Il y avait des moments qui étaient très drôles aussi avec Marie-Claire, parce que moi, je retravaillais le rythme, la sonorité, tout ça. Et bon, et Marie-Claire avait une autre manière, donc on riait beaucoup. On a eu énormément de plaisir ensemble. À partir justement autour de ça, 2004-2005, on a fait des voyages ensemble. Euh, Ça a été une amitié extraordinaire, vraiment, vraiment, avec une écrivaine, avec une femme engagée, totalement engagée dans son lien à l'écriture et qui préservait ce lien-là. Et donc, ça correspondait vraiment beaucoup à ma propre manière de concevoir l'écriture et un rapport au monde. C'était une grande humaniste, Marie-Claire aussi, une femme très sensible, très présente à l'autre, vraiment à l'écoute. Est-ce que tu as plusieurs amitiés dans le milieu littéraire, des amitiés solides comme ce que je perçois entre Marie-Claire et toi? Je saurais pas te dire c'est quoi plusieurs, puis je saurais pas, dire non plus que Qu'est-ce c'est qu'une amitié solide? important, puis c'est ça. Hem, J'entends la philosophe en toi. ah oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, quand il y a un mot, c'est comme s'il venait me questionner. Plusieurs, puis c'est pas forcément le mot auquel on s'attend. C'est pas toujours simple à vivre dans ma vie, là, mais c'est vrai que je suis un peu comme ça. Pour mes proches, en tout cas, c'est pas, Est-ce que heu tu as des amitiés qui pratiquent le métier d'écrivain et d'écrivaine? Oui, j'en ai. Ça prend différentes formes aussi. Celle avec Marie-Claire était quand même, unique et sans doute la plus grande. J'en ai aussi, pas forcément avec, des écrivains du Québec. Hmm. J'ai une très, très grande, amie depuis, 25-30 ans, en France, Sylvie Fabre, qui est excellente, écrivaine, qu'on connaît peu ici, bien qu'elle ait publié un livre. Donc, ça, c'est une amitié vraiment privilégiée. J'ai des amis en Espagne, donc, j'en ai, un petit peu partout comme ça, en Europe, principalement. Donc des gens que je vois pas forcément très souvent, Mhm. des liens qui sont pas forcément: «On va prendre un café, ce soir» ou «On va manger ensemble demain». C'est donc un type aussi d'amitié qui traverse le temps autrement et quand on se retrouve, peu importe la manière, si on se parle par peu importe quel moyen ou quand moi je voyage, quand je les retrouve, ce sont des formes d'amitié très fortes, très profondes que que le temps nourrit aussi, que le temps nourrit. Mhm. Mais j'en ai aussi, bien sûr, au Québec avec qui je peux aller prendre un café ou un verre de vin. Puis j'en ai qui se développent aussi parce que moi, c'est ce que j'aime aussi de l'amitié, c'est que ces choses-là, il y a des amitiés de très long terme, mais des amitiés nouvelles aussi. Ponctuel Qui, parfois. oui, tout à fait. Puis aussi dans d'autres... j'ai des amis en chanson, en art visuel, en théâtre. Donc ça aussi, j'aime beaucoup ce dialogue avec des gens qui travaillent dans une autre sphère artistique. Je trouve ça très stimulant. C'est particulier parce que je réalise que j'ai peu d'amitié profonde dans le milieu de la littérature, un peu plus dans Mm. d'autres disciplines artistiques. J'ai une très bonne amie qui est une éditrice, puis il y a plein de gens dans les salons du livre que je suis très heureux de revoir, Ouais. mais qui font partie de mon quotidien et avec qui j'ai des liens très profonds. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Soit, ce qui est particulier parce que parler d'écriture, c'est tellement rarement compris que c'est précieux. Mais en même temps, je pense pas que c'est quelque chose qui t'habite. Mais moi, ça fait partie de ma vie, malheureusement. Je pense qu'il y a cette notion de compétition inconsciente ou de comparaison que je veux éviter, peut-être. Fait que, est-ce que ça a déjà fait partie de tes réflexions, ou as-tu déjà réalisé que tu n'avais pas des relations très proches avec des auteurs pour pas être dans la comparaison de là où vous êtes dans vos carrières, dans vos façons de travailler? Ça s'est pas posé comme ça, non. Parce que j'en ai eu, par exemple, à titre d'éditrice. Donc, Mhm, c'est un autre type de rapport qui est pas du tout parce que comme éditrice, ce que tu veux, c'est que l'autre fasse le meilleur livre possible. mhm. Donc, il y a pas cet aspect-là. Puis en plus, après, je pense que tu sais, si quelqu'un aime le livre d'une autre romancière, ça ne l'empêchera pas forcément d'aimer le mien. Ça se pose pas de cette façon-là. En tout cas, pour moi, c'est pas dans ça. C'est plutôt que je n'ai peut-être pas besoin d'avoir tant de personnes avec qui je vais très loin.
moi, je suis quelqu'un, j'aime je sais même pas si c'est une qualité ou un défaut, très honnêtement, mais j'aime les relations profondes. Puis c'est pas C'est une forcément, qualité. pas toujours, je suis pas C'est parce que c'est pas sûre. tout le monde qui est capable de Ben profondeur. c'est ça, donc Mais je pense que ceux qui en sont capables, ce sera toujours une qualité. oui, sans doute, sans doute. Et peut-être que moi, ce que je cherche dans des liens, je cherche cette rencontre-là qui fait que tu es dans une forme de vulnérabilité qui va, où il y a pas la menace de l'autre, tu es pas Hmm. une menace pour l'autre. C'est un lieu d'apprentissage, de connaissance de soi, d'émerveillement devant l'autre. Heu, donc, c'est pas, je pense pas que ça peut se passer, je peux pas dire, «Ah oui, j'en ai 20 puis Mhm. c'est pas ça, puis c'est pas forcément ça que je cherche non plus. Si je peux retrouver quelqu'un, puis être avec l'autre dans un lieu très profond où je suis avec moi-même et me rencontrer quand je rencontre l'autre, ça pour moi, c'est très nourrissant et c'est ça qui est bien. Donc je pense pas que je cherche non plus à si c'est là, oui, mais les liens que j'ai, je vais chercher à les développer plutôt dans ce sens-là, dans un sens de profondeur, d'intensité, de rencontre, mais toujours de sensibilité, de vulnérabilité. Je cherche, j'ai pas cette, je pense que je suis zéro stratégique, en fait, et Hmm. ce qui me rend inapte à plein, plein de choses. Puis une question à 1 milliard de dollars pour Encore? terminer. Non, Ouais. mais c'est plus que tout à l'heure. Oui. Tantôt, toi, c'était 1 million. Oui. J'augmente. Avec Bon, l'apothéose. C'est comme OK. dans un C'est pas livre. tes droits d'auteur, là, que tu es en train de Non. Est-ce que tu trouves le milieu littéraire québécois en santé et qu'est-ce que tu changerais s'il y a des choses à changer? Écoute, je trouve ça, je suis contente que tu poses cette question-là parce que tout récemment, je peux pas vraiment parler du projet, mais tout récemment, il y a une jeune autrice qui m'a approchée parce qu'elle avait envie de faire quelque chose avec moi pour un livre et on a eu une rencontre, elle, moi et l'éditrice et cette rencontre-là, a comme confirmé ce que je sens du milieu. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de très beau qui se passe, mais vraiment, heu, qui a changé. C'est moi, dans la manière aussi d'aborder sans doute, des relations, entre auteurs, des relations entre auteurs-éditeurs. Tu sais, il y a Hmm. des choses il y a eu des j'allais dire, il y a eu des murs qui ont été rencontrés, là, ces dernières années, en particulier, des façons de faire, dont sans doute beaucoup de gens ont plus voulu. On s'est dit: «Ben non, on veut plus ça, on veut plus faire ça comme ça» et je trouve qu'on entre dans quelque chose qui est, qui ressemble en tout cas au type de lien que moi j'aime. Vulnérable, sensible, tu sais, quand, c'est possible avec des éditeurs d'être juste, tu sais, ben, juste nous, puis que l'éditeur arrive puis te parle aussi de ses difficultés, puis qu'il y a pas de rapport de pouvoir, puis qu'il y a pas de rapport de négociation, de machin, de ça, puis qu'il y a pas un petit jeu, tu sais, puis que tu parleras pas du contrat de l'UNEC ou du contrat de pas UNEC ou de ça. Que c'est juste un rapport d'abord humain et qu'on est en littérature comme dans le milieu, comme on l'est intimement, moi, je trouve qu'il y a des choses très belles qui sont en train de se passer. Mais vraiment, des manières différentes de le faire. Je le vois quand je publie un texte dans une revue, la manière qu'on a d'être abordé, et je trouve ça très beau. Et le lien aussi, tu peux t'en parler tout à l'heure, avec ces générations comme toi, comme d'autres autrices, auteurs plus jeunes avec lesquels j'ai de plus en plus de liens. Il y en a beaucoup ben, plusieurs, là, je dis pas beaucoup parce que, tu sais, moi, entre le mot plusieurs, beaucoup, mais il y en a plusieurs qui m'écrivent, qui m'envoient leurs manuscrits, qui me disent que oui, mon travail a été ou est important pour eux, pour elles. Euh, Ça, je trouve ça, mais vraiment là, magnifique, très touchant et je trouve que ça, il y a beaucoup de choses, de belles choses qui se créent en ce moment dans le milieu. Puis je dis pas que c'est parfait. Qu'est-ce qui reste à changer? C'est sûr que, à mon sens, il y a quand même des éléments qui doivent être questionnés, heu, de valoriser peut-être encore davantage la partie, tu sais, qu'on est quand même comme
écrivains, écrivaines à la base de toute cette chaîne-là du livre. Mm. Je pense que d'être de souvent, en tout cas, le parent pauvre, là, ça, je pense que ça doit évoluer. Ça peut évoluer, ça doit évoluer. Mais moi, je pars d'un des années où on publiait dans une revue, puis je veux dire, même si on prend d'un point de vue très concret, il y avait aucune rémunération, là. On publiait, on nous faisait plaisir, Mm. on nous donnait 5 pages et à un moment donné, ben, il y a des gens qui se sont dit: «Ben, peut-être que ce travail-là, ça vaut, que c'est pas juste, mettons, les animateurs de revue ou les éditeurs qui peuvent vivre de ça». Je pense qu'il y a quelque chose aussi à reformuler dans ça. C'est en train de se faire, je veux dire, cette partie-là où l'engagement qu'on a doit se refléter dans un certain respect très concret de notre travail. Mais moi, je le vois actuellement. Essayer de le mettre en place il y a 20 ans, 30 ans, ça suffisait pas. Mais aujourd'hui, je pense que ce respect-là, de toutes les manières, est en train de s'imposer. Le respect aussi de ces jeunes femmes qui entrent en littérature, le respect des femmes de ma génération aussi, respecter quand ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est là, c'est très présent. Euh, tu sais, des monuments littéraires, là. Je pense à des gens comme Nicole Brossard, par exemple. Je vois sa présence et je me dis, ben oui, tout ce respect-là est tellement mérité, tellement nécessaire. Il faut s'inscrire dans cette durée-là. Il ne faut Mhm. pas éliminer ce qui nous précède. Il faut s'en inspirer et il faut le laisser aussi dans cette lumière-là pour que la lumière soit encore plus large, qu'elle soit autant pour les hommes que pour les femmes que pour les hommes. Et c'est vrai que la place des femmes, tu sais, on la prend. Le respect que la femme doit imposer dans tout, dans les relations avec les autres auteurs, les éditeurs, la présence sur scène, être là, tout ça doit continuer et c'est encore une lutte. Ces choses-là ne sont pas gagnées. Même Euh, chose pour les personnes de couleur, les personnes de la diversité Complètement, sexuelle et de genre. la diversité sexuelle, tout ça, c'est fondamental. Je pense en tout cas qu'on porte des traces de préjugés, qu'on porte des traces de tout ça et qu'on doit se questionner là-dessus et que ça doit faire partie de notre vie comme être humain, comme artiste aussi, c'est important. On a besoin de se nourrir de l'autre. Et moi, je rêve du jour, en tout cas, où on comptera plus, tiens, il y a 2 hommes, une femme, puis une personne de la diversité, puis Mhm. est-ce que tout le monde est là? Je rêve de ce jour-là où ça va être, tiens, c'est là et c'est une espèce d'acquis, Mm. là. C'est naturel. C'est naturel. On regarde pas quelqu'un par son étiquette, Mhm. mais par sa présence, sa force, puis qu'est-ce qu'elle apporte à cette discussion-là, à cette table ronde, à cette maison d'édition, à Ouais. ce spectacle-là, pour toutes les minorités, toutes les diversités. Et en art, je pense qu'on est celles et ceux qui peuvent tenir haut ce flambeau de la nécessité de la différence. Mhm. Ben toi, tu le fais, mais tellement bien en plus. Individuellement, collectivement, tu es un passeur de diversité. C'est Mhm. essentiel. Il y en a de plus en plus et c'est vrai que c'est bien. Ça nous tend cette passerelle-là pour qu'on soit dans nos individualités, dans nos minorités, mais peut-être qu'un jour, on n'aura même plus besoin de nommer ça des minorités, Ouais. mais que la diversité, ça soit aussi l'homme blanc de X, qui soit aussi dans la diversité, Ouais. qui en fasse partie, que la diversité, ça ne soit pas toujours l'autre. Ouais. On va terminer là-dessus. Et juste avant de se quitter, je rappelle aux gens qui peuvent rattraper les 9 autres épisodes avec Michel-Marc Bouchard, Elkana Talbi, Fanny Britt, Martin Michaud, Pascal Oulelmi, Kamala Macarel, Lucie Pagé, India Desjardins et Patrick Sénécal. Donc, une belle brochette Très belle, jusqu'à oui, présent. oui, oui. Et on peut suivre sur Facebook la page Comme un livre ouvert balado. Et à toi, Hélène Dorion, je dis merci beaucoup. Samuel, merci beaucoup à toi. Merci.